Ce décor me permet de remercier de manière un peu originale une dame dont le fils est venu me voir à Dijon, où je signais mes livres récemment, et ce monsieur m'a apporté dans une enveloppe cette petite peinture florale réalisée sur un petit carton. Je lui avais promis d'épingler sa carte derrière moi, mais vous voyez, j'ai trouvé mieux. En tout cas, cette gentillesse lointaine, anonyme, ces remerciements ne sont pas étrangers au sujet du jour, vous allez voir, parce que le sujet du jour, c'est un hommage que je voudrais rendre à quelqu'un d'autre, à un inconnu de vous déjà, hein, et de la plupart de mes amis du Novax Bar, qui savaient à peine qu'il existait quand je leur en ai parlé. Seul l'abonné au Monde, avec son côté renseignements généraux, savait un peu de qui il s'agissait, je veux dire en dehors du fait qu'il était tout le temps fourré au bar. Donc pour une fois, je lui laisse son vrai prénom. Il s'appelait Louis, c'est sans conséquence, puisqu'il est mort maintenant, on pourrait dire dans son coin. Il n'avait pas de parents proches ni d'amis. Alors en quoi son cas est-il intéressant et même exemplaire ? Eh bien, en ce que, pour reprendre le vocabulaire et l'expression de qui vous savez, cet homme, ce Louis, faisait partie de ceux qui ne sont rien aux yeux de ceux qui se croient quelque chose. À part l'abonné au Monde qui tenait toujours à dire attention, attention, c'est quand même une tronche ce Louis, il était dans l'informatique et tout ça, personne ne savait trop ce qu'il faisait vraiment avant d'atterrir chez nous il y a 8 ou 10 ans. Ce Louis en avait 60 ou 65, mais il était très marqué, comme on dit pudiquement pour désigner une forte tendance alcoolique. Et pour plaider sa cause, j'ai tout de suite précisé auprès de mes amis que c'était un alcoolique doux. Il y en a qui ont l'alcool méchant et d'autres qui ont l'alcool gentil. Ben lui, c'était le cas. En plus, il y avait deux choses qui le rendaient gentil. Son regard extrêmement bleu, malgré une tête qu'on pouvait appeler de déterré. Son teint était en effet très, très altéré par la maladie, par le mauvais état général du foie notamment. En plus, il fumait énormément. Et l'autre chose qui frappait immédiatement par sa gentillesse aussi, sa bienveillance, c'était sa voix. La voix d'un type qui a renoncé à l'agressivité complètement. Et curieusement, cette sollicitude polie qui était sa marque de fabrique, son respect très visible de la dignité de chacun, son côté qui trouve des excuses à tout le monde, avait attiré vers lui un autre pilier de bar dont il était inséparable dans les dernières années et qui est mort 1 an avant lui environ. Lui, nous l'appellerons Jean-Claude. Alors je vous résume ce couple, ces deux-là, c'était un peu une caricature d'attelage psychologique. Louis avait donc été informaticien dans les années pionnières, hein, loin, et puis apparemment il avait été très déçu, ou alors il avait été très exploité, comme souvent ces cerveaux de programmeurs. Il était parti en Inde pendant 6 ans, et puis il était revenu dans un état second, à la fois physiquement et moralement, pour tomber sur ce Jean-Claude, qui lui était un pervers narcissique pur et dur, caractériel, ancien prof de maths qui se fâchait contre tout le monde, qui corrigeait les raisonnements de tout le monde autour de lui en disant c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que vous dites. À écouter ce Jean-Claude, fallait jamais faire comme ci ou comme ça. Tout le monde avait tort. Lui seul savait, et pour le vaccin par exemple, lui seul, il savait qu'il fallait 3 ou 4 doses, et diable, il était matheux, hein, et puis on discutait pas avec la science. Et l'autre, le Louis, lui répondait calmement, écoute, la science s'est tellement trompée, je sais vraiment pas comment il faut prendre cette insistance délirante à balayer toutes les objections. On a l'impression, disait Louis, d'un coup monté depuis le début avec ce Covid. Les gens comme moi, qui sont sceptiques par nature, rendent hystériques les gens comme Jean-Claude, mais je lui en veux pas forcément, il est comme ça. On a l'impression que pour lui, le vaccin, finalement, n'a pas d'importance en lui-même. Ce qui l'énerve, c'est qu'on ne veuille pas faire comme il dit. Je plaisante pas, disait Louis, plusieurs fois, il m'a dit, je vais t'emmener, il y a un dispensaire en plein air à Villeneuve, on y va mardi si tu veux, on y va mardi, et à la fin, pour être gentil, là c'est moi qui parle, Louis disait peut-être, on verra, évidemment, c'était jamais possible, ils y sont jamais allés. Tant qu'à la fin, mais c'était pas la seule raison, Jean-Claude en faisait, dans la conversation, un souffre-douleur pour cette raison. Il disait, Louis, mais c'est une tête de mule, il se croit rebelle, en fait il est juste stupide, etc. En général, l'alcool les réconciliait dans le masochisme l'un d'un côté et dans la suffisance et dans le sadisme de l'autre. Par exemple, dès qu'on parlait des femmes, Jean-Claude disait, dis donc, avec la gueule que t'as, faut pas rêver.
Et les autres convives du bar, généralement, répondaient c'est pas comme toi qui est un Apollon. Alors justement, hélas, Jean-Claude avait été marié 3 fois avec 2 enfants de mariage différents, ce qui lui permettait de dire t'as des enfants, toi? Non, alors ferme-la. À quoi l'interlocuteur, pas toujours Louis, répondait dis donc, les tiens, tu les as pas vus depuis longtemps? En fait, depuis des années. Oui, depuis que tu les fais chier avec le vaccin, j'en suis sûr. Bon, je pourrais, là c'est moi qui parle, raconter des anecdotes comme ça par dizaines à propos de ces rapports curieux entre l'effacé gentil comme tout et le m'as-tu vu méchant comme tout, qui étaient réunis dans l'alcool et le tabac, c'est-à-dire par une commune servitude, mais je préfère vous raconter ce que nous avons dit, mes amis du Novax Bar et moi, à propos de ces 2 personnes, parce qu'il est évident que la société d'aujourd'hui veut s'en débarrasser, et que d'ailleurs, au fond, elle y est arrivée de plus en plus. L'un est mort d'un AVC sans doute provoqué par le vaccin, et l'autre d'une cirrhose, même sans ces 3 doses. Mais ce que je voulais dire, notamment à Christiane, c'est que la société mondialiste normative, la société qui a comme emblème la binette de Jean Castex, par exemple, veut se débarrasser de ces gens-là dès la naissance parce qu'ils jettent le doute sur le système en faisant qu'à leur tête. D'abord, j'ai rappelé une chose, c'est que Léon m'avait dit, pour faire excuser les bizarreries de ce Louis-là, il faut pas l'accabler, moi-même, j'aurais pu tourner comme ça, il s'en est fallu au fond de très peu. Pourquoi les bizarreries? Parce que Louis, il y a 3 ou 4 ans, pendant le Covid, m'avait intéressé par son refus de vaccination, de passe sanitaire, et que je l'avais convié à passer au Novax Bar. Le Novax, c'était ma terrasse de 6 mètres carrés qui donnait sur la place de la Fontaine, une terrasse délimitée par des bacs à fleurs et dotée de 2 tables de café et de 4 ou 5 chaises. J'avais rajouté l'enseigne Novax Bar tirée avec ma laser, une lettre par feuille. Ça avait quand même de la gueule, hein. Et puis c'était tellement au point, mon système, que les gendarmes avaient trouvé le moyen de me dire « Mais c'est illégal ». Ben non, j'ai dit c'est du privé, hein. C'est une terrasse privée, je peux vous montrer le cadastre. Et puis je fais pas payer les bières, donc c'est comme si j'en recevais des amis. Et le fameux Louis, qui pouvait plus aller de l'autre côté, au vrai bar, puisqu'il n'avait pas le pass, avait commencé à venir boire un coup chez moi de temps en temps. C'est curieux, mais j'avais tout de suite compris que ce qui le gênait, c'était pas mes amis, mais de venir sans son bourreau, sans Jean-Claude, qui lui était vacciné, donc lui continuait à pérorer au bar officiel là-bas. Et ce qu'il avait en tête, visiblement, Louis, c'était d'accord, j'ai plus le droit d'aller là-bas avec lui puisque je suis assez con, enfin c'est ce qu'il dit, pour résister au vaccin, mais pas question qu'il tolère que j'aille ailleurs où il ne peut pas me contrôler, me houspiller, me dire tu n'y connais rien. Alors j'ai dit à ce Louis, et je racontais en cherchant l'approbation de Christiane, j'ai dit écoute, si tu veux, je vous invite à déjeuner, Jean-Claude et toi, tous les deux, un mardi par exemple, comme ça on pourra parler, ça sera mieux qu'au bar. Et évidemment je vois bien que Jean-Claude ne m'aime pas trop, mais là je vais lui couper l'herbe sous le pied. Donc c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, il me dit presque fièrement Jean-Claude accepte de venir déjeuner mardi midi chez toi. Donc moi bêtement, je remplis le congélateur et j'achète de la salade et du fromage, parce que j'en ai pas, je déteste la salade et j'ai pas le droit au fromage, et je m'apprête à les recevoir tous les deux. Résultat, la veille du jour, à 21h, le patron du bar m'appelle et me dit, écoute, je t'appelle de la part de Jean-Claude, il dit que ça va pas être possible pour demain, pour le déjeuner, avec Louis. Moi, je commence à me dire, qu'est-ce que je vais faire de mon fromage? Moi, je sais ce que tu en as fait, tu me l'as donné, a dit Christiane. Oui, mais bon, attends, je vais abréger mon récit. Il se trouve que 6 mois après, environ, cette histoire de déjeuner raté, coup de tonnerre dans la vie de Louis, comme dans celle du village d'ailleurs, le personnage de Jean-Claude disparaît d'un coup de la vie sociale. Il fait un AVC en réparant un truc juché sur un escabeau, et paf, mort sur le coup. Il était strictement odieux avec tout le monde, il jouait les monsieur je sais tout, comme je l'ai dit, il rabrouait les gens tout le temps, mais il y avait tout le village à son enterrement, et ben tout le village, sauf Louis, justement. Alors on m'a expliqué que c'était parce que Louis réprouvait les églises et tout ça, mais en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était une façon pour Louis, de conjurer la mémoire de son bourreau et celle de toutes ces années passées dans son sillage,
Et donc, j'ai pas attendu très longtemps pour lui dire, est-ce que cette fois, Louis, tu viendrais déjeuner, je viendrais te chercher au bar, je prendrais un pastis avec toi, c'était après le Covid, juste après, donc il a dit oui, donc rebelote, et là, nous n'avons pas parlé de Jean-Claude à table, sauf pour dire qu'il était mort pour avoir été doublement une tête de mule, déjà monté sur un escabeau pour redresser un tableau par souci de la perfection. Ça lui ressemblait beaucoup, et si ça se trouve, le tableau était même pas de travers. Et puis une tête de mule aussi, avec ses 3 doses contractées sans réfléchir. C'était quand même le 3e, voire le 4e AVC au village. Et Christiane a fait le compte, un compte que je vous épargne, mais l'idée est que ces gens qui meurent comme ça brutalement, il y en a un par an d'habitude au village, et là ça commençait à faire beaucoup. De la vie générale, pour ne pas envenimer, nous avons arrêté Christiane, qui est toujours très active à Montpellier dans une association de victimes, et j'ai repris mon petit récit sur Louis et notre déjeuner. Il s'est pas beaucoup livré ce jour-là, pendant le repas, c'est le moins qu'on puisse dire, sauf sur la vie et la mort, et tout ça, dont nous avons fait de la philosophie. Il m'a dit que l'Asie l'avait rendu super fataliste, il avait été au fond un contemplatif toute sa vie. Alors j'avoue que pendant toute la conversation, je m'étais dit, de quoi vit-il finalement ce type depuis qu'il est au chômage depuis toutes ces années? Et j'avais intérieurement un peu de sévérité envers lui à cause de ça. Je me disais, si ça se trouve, il vit des minima sociaux, d'une pension d'invalidité complètement truquée, organisée, ce qui ne l'empêche pas de boire ni de fumer. Et j'avais jamais été reçu chez lui, mais il paraît que c'était littéralement un taudis. Oui, mais la maison lui appartenait. Ah bon, donc c'était pas la misère. Eh ben non, il fallait admettre que cette sorte de déchéance tranquille était un choix délibéré parce qu'il avait de quoi vivre. Pareil d'ailleurs pour son copain Jean-Claude. Il ne manquait de rien, sauf d'une voiture. Oui, parce que j'ai oublié de dire, l'une des raisons pour lesquelles ils étaient inséparables, c'était ça, c'est que Jean-Claude s'était fait gauler son permis pour raison grave, pour avoir renversé quelqu'un apparemment ivre-mort, et l'autre était le seul à conduire. Bref, pourquoi j'en parlais aujourd'hui avec mes amis? Pourquoi je vous en parle à vous qui m'écoutez? Eh bien parce que les dispositions réglementaires récentes et les commentaires de Léon m'ont fait réfléchir à une chose invisible, encore invisible, mais très inquiétante, c'est la disparition progressive des gens originaux dans notre vie sociale qui ne demandent rien à personne, qui vivent en dehors des radars, qui disent « laissez-moi tranquille ». Et quand j'ai fait cette remarque, l'abonné au Monde a répondu immédiatement, évidemment, vivre en dehors des radars, mais ça n'existe pas, ça n'existe plus. Si tu touches une retraite, un chômage, même si tu es le plus asocial, tu dépends de quelqu'un. Donc, ce quelqu'un, tu lui dois des égards, et ben c'est nous, le quelqu'un, c'est la société. Eh bien, ai-je continué à raisonner? Les 2 compères dont je vous parle, là, étaient un bon exemple. Ils vivaient de très peu, mais sur leur capital. Ils possédaient leur maison. Ils dépendaient au moins de la sécu. Attends, je vais continuer, lui ai-je dit, à raisonner par l'exception. Mettons qu'il n'ait jamais été chez le médecin pendant les 10 dernières années, ce qui était le cas d'ailleurs, donc pas de sécu. Eh bien, les gouvernements, désormais, partout en Europe, ne peuvent plus tolérer ce genre de vieux qui n'en font qu'à leur tête. C'est pas une question de dépendance, je raisonne comme s'ils n'étaient pas dépendants, justement. Je peux même ajouter le pas de voiture, pas d'abonnement électrique. On peut les mettre, si on veut raisonner à leur sujet, au tout solaire pour la démonstration. C'est une question de non-adhésion, de défaut de soumission à la norme. On va donc tout faire. La société va tout faire pour les réintroduire de force dans le circuit de l'adhésion, de la dépendance. Les panneaux solaires, même s'il y en a 4, il faut les déclarer, même s'ils font du 12 volts. Le potager, les poules aussi, il faudra bientôt les déclarer. Et même, te faire remarquer un truc, c'est que plusieurs fois, tu m'as dit de Jean-Claude, c'est n'importe quoi, il pend ses grands slips kangourous dans la véranda, c'est visible de la rue. Donc à la limite, au nom de la société, tu lui envoyais la mairie à cause de ses slips dans la véranda. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que par égard pour Léon, qui est un peu notre ambassadeur de la bizarrerie ici, il faut préserver tout ce qui est étrange autour de nous, y compris le type qui fait sécher ses grands slips kangourous dans la véranda, parce que, tout simplement, le génie, ça vient avec. Que si tu normalises à la chinoise les êtres humains dès l'âge de 3 ans et demi, au Japon et en Corée c'est pareil, n'en parlons pas, tu assassines Mozart,
Et si tu fais ça, des lions ne se mettent jamais au piano tout seuls, ne peignent pas. Vous savez, le Gaston, là, le vieux berger dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, et qui s'est flingué ou qu'on a tué, il était très très étrange dans le genre poète. Il écrivait des poèmes en spirale. Je me souviens qu'il avait peint un vélo aussi entièrement en jaune d'or, y compris le flanc des pneus. Et puis il décorait des chapeaux de paille toute la journée avec du raffia coloré. Ce que veut dire notre ami Adi Léon, et c'est vrai, c'est que le génie n'éclot pas dans la soumission et dans la banalité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parlais des Chinois, a dit l'abonné au Monde. Toutes les études montrent au contraire qu'ils sont supérieurs aux autres par le QI. Mais le QI n'est rien, a dit Léon, si tu obéis toute ta vie aux ordres d'un chef d'équipe, ou de parti, ou de copropriété, qui t'interdit complètement d'avoir des idées différentes des siennes et du système. Le QI peut être même la pire des choses en vérité, si tu places tes capacités au service de quelque chose ou de quelqu'un dont tu ne t'es jamais demandé si tu l'approuvais ou non. L'abonné au Monde agacé a dit « On ne peut pas faire une société qui marche si on demande à chacun ce qu'il veut en permanence ». Écoute, au contraire, et je dis, ils font ça tout le temps, en ce moment même, à l'école, partout, ils demandent sans arrêt à chacun des enfants ce qu'ils préfèrent. Même l'intelligence artificielle s'y met, elle termine systématiquement ses avis, ses informations par « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais tu observeras un truc vicelard, c'est que c'est pas pour considérer que tes intuitions et tes originalités sont intelligentes et nécessaires et dignes d'être encouragées. C'est pas pour voir si elles mènent à quelque chose, mais pour te faire changer ton point de vue s'il est trop original, et donc susceptible de passer pour complotiste. Je dis bien, l'intelligence artificielle cite le mot complotiste. À quel titre une intelligence artificielle se permet-elle de juger une déclaration ou un comportement complotiste? Et là, tu te poses sérieusement une question. Une intelligence artificielle, mettons en 1895, dressée comme elles le sont aujourd'hui, n'aurait-elle pas mis en garde son opérateur contre des conclusions hâtives et complotistes à propos du capitaine Dreyfus? Eh bien si, évidemment, et c'est là le gros problème quand même. C'est comme quand Hervé demande sous mes yeux aux intelligences artificielles quel est le profil de notre auteur, là, oui, je parle de moi, eh ben les réponses ont été carrément burlesques. Attends, dit Hervé, j'explique. Alors il explique à nos amis, je venais de monter un processeur ultra puissant pour un client, et parmi les avantages de ce genre de matériel, il y avait une énorme capacité à digérer, disons, des données généralistes, pratiquement 50 gigas à la fois. Je demande donc le modèle gratuit d'accès libre le plus complet selon la rumeur générale. Je le télécharge et je demande à cette intelligence artificielle ce qu'a écrit notre hôte, là, moi donc. Et là, j'ai vérifié, tout était faux. Des dizaines de titres de livres inventés qui n'existaient même pas, ni sous sa plume, ni sous celle d'un autre, avec des dates de publication fantaisistes et des commentaires banals ridicules du genre « un explorateur de l'âme humaine, gna 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 ». Alors tu vas tout de même pas lui reprocher d'avoir ignoré un écrivain somme toute confidentiel, a dit l'abonné au Monde, en parlant de moi, toujours sympa. Non, a dit Hervé, ce que je lui reproche, c'est de m'avoir induit en erreur sur un ton péremptoire et d'avoir totalement inventé une biographie, des dates, des critiques littéraires. Et là, je me suis dit, mais comment puis-je faire confiance à quelque intelligence artificielle que ce soit si elle est capable comme ça de mentir sur un truc aussi simple que la carrière de ce monsieur, au lieu de dire simplement « je ne sais pas ». Et sous mes yeux, Hervé a interrogé sa base de données sur un point d'actualité qui me turlupinait à ce moment-là, c'était il y a quelques jours. Il a demandé « Est-il vrai que pendant l'assassinat de l'activiste Charlie Kirk aux États-Unis, une quinzaine de téléphones portables enregistrés en Israël ont été relevés en train de borner. Et là, il fallait voir le cirque de l'IA pour la réponse. Première réponse de l'IA, non, pas du tout, ça n'a pas été officiellement confirmé par la Maison-Blanche. Il s'agit d'une rumeur complotiste, lui dit l'intelligence artificielle. Alors déjà, quand tu y réfléchis, c'est incroyable. Elle te signifie que c'est pratiquement un délit de poser la question. Et toi, tu te dis
Quand je travaille en allant chercher des informations sur Internet comme ça, qu'est-ce qui me prouve que le modèle d'IA que j'utilise non seulement ne va pas inventer ce qu'il ne sait pas, comme on vient de le voir, mais ne va pas me faire surveiller pour les questions que je pose, comme dans les films de science-fiction. Après quoi, je vais recevoir la visite d'un commando auprès de qui je devrais, si ça se trouve, me justifier de mes tendances antisociales. Attends, a dit Hervé, regarde la suite de la réponse. Après m'avoir dit pas du tout, c'est pas vrai, aucun téléphone portable israélien ne bornait sur les lieux de l'assassinat de Charlie Kirk, elle ajoute, il n'y en avait pas 15 mais 12. Donc il y en avait. Je te lis directement le truc qu'elle me répond. Ces informations proviendraient de données de surveillance partagées avec le FBI et la Maison-Blanche, provoquant une panique au sein de l'administration Trump, mais auraient été ensuite étouffées pour éviter des tensions diplomatiques. Des données GPS brutes mentionnent jusqu'à 16 téléphones israéliens, mais cela reste spéculatif. Ces affirmations s'inscrivent dans un contexte de théorie du complot antisémite, dit toujours l'IA. Donc on ne dit pas que ça n'a pas eu lieu, on dit que ça n'a aucune signification particulière, donc il faut circuler, il n'y a rien à voir, et malheur à qui se poserait des questions publiquement sur les réseaux sociaux à ce sujet. Oui, malheur au sens propre apparemment, on commence à risquer sa vie ou sa liberté, et là j'ai lancé exprès une bombe au milieu de mes amis pour qu'elle détonne un bon coup dans notre conversation. J'ai raconté, et c'est mon droit puisque la chose vient d'avoir lieu et que les agences de presse du monde entier l'ont reprise, j'ai raconté que la journaliste éditorialiste américaine, enquêtrice aussi, Candace Owens, en appelait cette semaine à l'opinion mondiale en disant « Ils veulent me tuer, moi et le journaliste Poussard qui a lancé des révélations en Italie ». Elle a dit « J'ai été mise en garde par un proche du gouvernement français » selon qui un plan a été préparé avec la complicité des services secrets français pour tuer ceux qui parlent trop. On est carrément sous Caligula. Mais on voit bien que c'est une folle, cette américaine, a dit l'abonné au Monde. On voit bien, a dit Maud, moi je vois rien du tout. Je vois surtout que le président français en fait des tonnes en ce moment partout où il va, sur le thème « Il va falloir s'occuper sérieusement de faire taire ceux qui disent n'importe quoi », et on voit bien à quoi il fait allusion. Visiblement, la conjuration du silence et du mépris envers les soi-disant complotistes, ça n'a pas marché. La parole continue à s'insinuer partout. Donc ils ont perdu la guerre de l'influence contraire, celle qui consiste à payer des milliers de robots qui parlent sur Internet pour dire « non mais ça va pas la tête ». Ils l'ont dit et fait dire, ils ont essayé de marginaliser les bonnes questions comme sous l'affaire Dreyfus, mais malgré tout, il y a des gens qui disent « Attendez, il y a des faux documents dans cette affaire, il y a des trucs qui n'ont pas été abordés par l'enquête, il y a d'énormes incohérences. » Alors là, la question que pose notre ami, et apparemment aussi que pose l'américaine Owens, c'est la question des moyens employés pour faire taire. Même si on en reste au minimum, je veux parler de la fermeture des comptes, des réseaux eux-mêmes, au nom des excès de la liberté d'expression. Et là, je rappelle, a dit Maud, que c'est la guerre en ce moment entre ceux qui veulent continuer à l'ouvrir et ceux qui veulent qu'on la ferme. On nous dit, d'abord, il faut fermer des comptes et condamner durement certains qui abusent parce qu'ils profitent des réseaux sociaux pour mettre l'enfance en danger, pour séduire des gosses en se faisant passer pour d'autres, etc. Jusque-là, tu te dis, c'est bizarre, ils déploient quand même beaucoup moins de moyens pour enquêter dans les vestiaires des clubs de foot et pour savoir qui accompagne les sorties scolaires. Mais bon, passons. Et puis là, même pas 6 mois après, ils te parlent plus des enfants, ils te disent « on va fermer des comptes parce qu'il y a risque d'atteinte à la démocratie ». Je connais ce genre de méthode, a dit Maud. J'ai eu 2 établissements de nuit, c'est le même principe. On dit d'abord, il y a de la prostitution et de la drogue. Ensuite, on dit, on va vous fermer préventivement. En fait, on va vous fermer parce que vous avez refusé un racket de l'État attaqué au tribunal ou simplement parce que vous n'avez pas les bons soutiens dans les politiques locaux qui touchent et qui ont touché davantage de vos concurrents.
C'est une guerre dans le monde de la nuit, comme dans d'autres mondes, une guerre qui a déjà fait des morts dans le cas qui nous occupe. Qu'est-ce que tu veux dire, a dit l'abonné au Monde, dont la spécialité est toujours de jouer les crétins ignorants de ceux dont on parle, mais cette fois, sa femme qui était avec nous est intervenue pour dire « Allez, arrête, ne fais pas l'idiot, tu sais bien qu'en France, quand on prétend avoir des révélations derrière soi, on risque le suicide par pendaison, par coup de fusil dans la voiture, par chute du 8e étage, par croc en jambe sur un chemin de randonnée, par noyade dans un barrage à Saint-Malo, ça commence à faire beaucoup de monde. » Oui, a dit Maud, et quand une Américaine plus allumée ou plus informée que les autres décide de poser des questions gênantes, quand elle demande qui a tué son meilleur ami Charlie Kirk, quand elle dit c'est bizarre tous ces détails qu'on nous a balancés tout de suite après le meurtre, ces preuves qu'on a subtilisées, ces caméras de surveillance qui ont été arrachées, ces témoignages débités comme si on récitait une leçon, ce type, le tueur, qu'on désigne immédiatement comme un loup solitaire et qui aurait tiré d'un toit, puis ensuite qui fait tout un exposé à son colocataire pour expliquer ses raisons de tuer, exposé soigneusement enregistré par le FBI et publié, exposé, rédigé avec un vocabulaire administratif qui sent son FBI à plein nez. Quand elle fait, cette Candace Owens, c'est un appel à témoignage, elle donne une adresse email, elle commence à recevoir des tonnes de photos, de films ramassés ce jour-là à coup de téléphone. On lui répond, ben oui là, fais attention parce qu'en fait c'est toi qui devais y passer ce jour-là et voilà de qui ça vient. Et on lui montre des documents. Et quand elle dit, voilà l'appel que j'ai reçu hier, je vous laisse témoin, je vous laisse juge, quand elle le fait entendre à des millions de gens, la seule chose qu'on lui répond, c'est qu'on va couper la ligne. Donc moi je dis, a conclu Maud, je dis comme Léon, maintenant ce qui va venir c'est quelqu'un qui va rétablir la ligne qu'on a voulu couper et qui va le faire planétairement à propos d'un truc suffisamment grave pour qu'on change d'époque. Et ce quelqu'un c'est Musk. Pourquoi ? Parce qu'il a tous les leviers pour faire passer une info gênante malgré les magouilles. Il est le seul qui a conquis le pouvoir de parler à tout le monde sans qu'on coupe le micro. Moi, je lui coupe le micro demain si je veux, a dit l'abonné au Monde. Et là, puisqu'on semblait demander à Léon ce qu'il en pensait, il a répondu bien volontiers. Bon, mais non, évidemment, c'est fini. Personne ne peut plus arrêter une pensée ou un témoignage dans un an ou deux d'après Hervé et d'après Musk lui-même d'ailleurs. N'importe quel téléphone portable pourra recevoir un message ou un document directement par cette élite sans être soumis à la pression ou à la censure des États. Donc quand tu y réfléchi, ils ont essayé d'appliquer la méthode qui consiste à supprimer le service de transmission du message, avec Thierry Breton et tout ça, le règlement européen. Après, ils se sont attaqués à la légitimité du message, c'est-à-dire ils ont essayé de discréditer son contenu, sa nature, de criminaliser ceux qui disent simplement « et si c'était vrai ?» et maintenant ils veulent les tuer carrément. Ce que je comprends pas, a dit l'abonné au Monde, c'est pourquoi Elon Musk serait systématiquement dans le vrai et pourquoi ce serait lui qui détiendrait les clés de la vérité. On dit pas ça, a répondu calmement Léon. Ce qu'on dit, c'est qu'il est persuadé qu'on ne fait rien d'efficace par la terreur, par la menace, par la contrainte. Or, c'est la voie qu'ont choisie nos gouvernements. Musk a senti un truc qui, en fait, à mes yeux, le meilleur candidat à la fonction d'antéchrist. Pour gouverner désormais, il faut séduire, il faut résoudre les problèmes et non pas s'appuyer sur leur aggravation. Il faut rassurer les gens et pas les inquiéter. Or, que font les Européens en refusant des pourparlers de paix en Ukraine? Exactement le contraire, ils veulent continuer à régner par la peur. Figurez-vous, a dit Léon, que je suis allé déjeuner hier avec Frédéric et le général de Rignac à Béziers, parce que ça m'intéressait. Ils ont passé presque 15 jours à Budapest, et c'est là, apparemment, que tous discutent le plus en ce moment. Vladimir en sait donc toujours plus que nous, on écoute ce qui se dit là-bas, et ce qui se dit là-bas, apparemment, c'est que cette façon de répéter sans arrêt « Attention, les Russes sont nos ennemis, ils peuvent débouler à tout moment », cette propagande guerrière permanente que tu entends dans la bouche des généraux français, enfin d'une partie des généraux français, en vérité est un gros montage allemand pour faire passer leur obsession à l'état-major allemand, là, à eux, qui est leur réarmement. Quand un général français qui a l'air d'un vendeur de chez Lanvin te dit on doit s'attendre à ce que les Russes débarquent dans 3 ans, il faut s'y préparer, etc. Moi je dis faites gaffe parce que les premiers qui vont débarquer,
en France, ce sont les Allemands, comme d'habitude, pour remettre de l'ordre sur le continent européen. Ils vont dire, les vrais patrons du continent, c'est nous. Vous êtes juste bons à faire la fête, comme toujours. Vous n'avez plus d'industrie. Donc contentez-vous d'entretenir nos châteaux-hôtels. Et Léon a ajouté, je vais sans doute vous surprendre, mais pendant que je parlais au général de Rignac l'autre jour à table, il y avait au moins 2 entités derrière lui que je sentais très précisément, même sans les voir, qui étaient à la fois enjouées et bienveillantes, que j'identifie moi comme des âmes de militaires français, et qui avaient l'air de me dire, ne vous inquiétez pas, les Allemands sont en effet le bourreau de l'Europe future, depuis François Ier et Charles Quint, ça dure cette histoire. Après la guerre, les institutions européennes les ont placés, les Allemands, comme garde-chiourme des autres peuples de l'Union. Depuis la réunification, c'est pire que tout. Ils font la loi pour le compte des Américains partout en Europe, mais en fait, c'est fini. Dans le bellicisme forcené des élites allemandes, il y a la tentation de reprendre les rênes d'une OTAN moribonde après le départ des Américains. C'est pour ça qu'on invente en ce moment, à tout craint, la menace russe et qu'on dit de tous ceux qui doutent, vous êtes des collabos. Et je vais encore vous surprendre, mais ils ont raison de voir en la Russie une menace, je veux dire, les gens de l'élite allemande, une menace pour eux-mêmes, parce que la Russie va les balayer, en s'adressant tout simplement au peuple allemand lui-même et en disant au peuple allemand, regardez vos dirigeants, ils sont en train de laisser périr l'outil de production allemand qui était légendaire, son savoir-faire automobile, ses machines-outils, etc. Or, nous les Russes, nous en avons besoin. L'Europe entière en a besoin. Et de votre côté, pour éviter la faillite de vos usines, vous avez absolument besoin de notre clientèle et de notre gaz pas cher. Donc, entendons-nous, je vous prie, rejetons les Américains vers leur continent pendant que nous faisons un pont commercial entre vous, Européens, et la Chine. Et surtout, pendant que nous, Russes, nous arrivons à régler le problème de l'islam, dont d'autres peuples prétendent qu'il est à jamais impossible à régler, que c'est pas la peine d'essayer. Attends, pourquoi tu veux te fâcher? Je dis les choses calmement, a dit Léon à l'abonné au Monde, mais moi je me contente d'avoir des flashs, des visions globales. Alors tu me crois ou tu me crois pas, mais tu ne m'empêches pas de parler, t'es gentil. Ne dis pas aux autres, ne l'écoutez pas. La méthode Macron en ce moment, c'est celle-là. C'est le type qui sillonne les premiers rangs d'une assemblée contre l'orateur en disant ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Je vous préviens, je vais faire noter les noms de ceux qui applaudissent. La fermeture des réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est le même principe, mais c'est foutu. Tout le monde écoute Musk, par exemple. Ils auront beau traiter les gens de collabos de la Russie sans arrêt, on n'est collabo que de l'occupant. Et l'occupant, je n'en vois qu'un en ce moment depuis la guerre, c'est l'Amérique. Désolé. Si je regarde, moi là, je vois des collabos partout. Ce sont les gens de la Franco-American Foundation qui fabriquent des young leaders qui ont été placés à la tête des groupes de presse et d'industrie comme des Gauleiters, des chefs de district du parti unique. Mais le propre de la perversion narcissique est d'accuser les autres sans arrêt de ses propres turpitudes. Et j'ajoute, pour toutes ces histoires pédophiliques là, de les accuser aussi de ses propres vices. Donc moi, quand je vois se multiplier les soi-disant campagnes en faveur de l'enfance maltraitée, harcelée, etc., je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est exactement le même principe que l'auteur d'un incendie qui vient se mélanger aux pompiers volontaires, quitte à dire dans les réunions, il faudrait pendre ceux qui ont fait ça. Oui, a dit Léon avec un sourire appuyé, insistant quand je vois le président français appeler l'opinion à la vigilance et à la délation contre les pyromades. J'ai de plus en plus, comme chacun d'ailleurs, le sentiment que c'est lui qui a foutu le feu et qu'en faisant du zèle comme ça sous les caméras, il cherche à conjurer le moment où les caméras de surveillance vont le montrer le bidon à la main. Et selon toi, c'est quand ça? À mon avis, Trump a déjà les bandes où on le voit, le bidon à la main. Et qu'est-ce qu'il va en faire? C'est simple, tu te souviens que Macron lui a dit récemment « Je ne signe pas la paix en Ukraine si tu ne fais pas taire la fille qui enquête sur Mamie Blue, là. » Et Trump va faire le contraire exactement. Il va dire « Si tu ne signes pas la paix, je balance sur Mamie Blue. » Donc quoi, la paix sera signée. Oui, mais je vous ai dit, il va tenter un dernier coup d'éclat qui va foirer lamentablement. Il va chauffer Zelensky pour dire ensuite « C'est pas moi, c'est lui ». Ce genre bombe sale, etc. Mais
Trump montrera la bande où on le voit avec le bidon à la main. En somme, le bidon, c'est l'emblème du régime, a dit Gustave. Et après, nous sommes dit à la semaine prochaine, parce qu'il était tard. À bientôt, merci. C'est pas mal ce livre, mais à l'endroit c'est mieux.